Nous vous invitons à un voyage dans l'univers des thés d'exception. Guidés par des experts considérés comme des œnologues du thé, vous allez entrer dans le monde étonnant des grands crus. De Darjeeling en Himalaya aux collines du Yunnan en Chine, de Hong Kong à Shizuoka au Japon. Nous sommes en Inde, dans les premiers contreforts de l'Himalaya, avec des vallées qui entourent Darjeeling. Les plantations qui entourent l'usine de Fuguri émergent peu à peu de la brume. François-Xavier Delmas est français. Il parcourt depuis 20 ans le monde à la recherche de thé d'exception pour sa société, le Palais des Thés. Hello, Mr. Singh. Hi. How are you? Welcome. Il est accueilli par Dinesh Singh, le manager de la plantation. To meet you. One sec, please. Thank you very much for your welcome. François-Xavier Delmas a calé son voyage pour arriver pendant la récolte de printemps, la plus réputée, celle où les bourgeons livrent le meilleur de leur parfum. Sans attendre, il demande au planteur son avis sur la qualité, parce qu'il sait que la météo joue un grand rôle pendant la récolte. Or, il a beaucoup plu ces derniers jours à Darjeeling. L'an dernier, la qualité était meilleure, parce que nous n'avions pas eu de sécheresse. Cette année, sur la première récolte, on a quand même eu de bonnes feuilles. This year, first plus, we didn't get good leaf. Ici, à Darjeeling, il y a 80 plantations, comme autant de grands crus. Chaque parcelle présente des qualités gustatives différentes. Quelques 700 cueilleuses travaillent à plein temps sur l'exploitation. Pour des thés de cette qualité, on ne cueille que l'extrémité des plants, les feuilles les plus récentes et les plus fines. Ici, tout le monde ne vit que par le thé. L'usine loge son personnel dans un village à proximité avec une école et le minimum de confort. La plupart des villageois sont originaires du Népal tout proche. Seules les femmes cueillent. Les hommes surveillent ou travaillent dans l'usine. Elles se protègent le corps non seulement du soleil, mais aussi de l'agressivité des plants de thé. Le thé, une fois récolté, entame sa transformation, qui commence par le flétrissage pour faire perdre aux feuilles 50 à 60% de l'humidité qu'elles contiennent. Ces pièces exhalent déjà un parfum magique. Autre étape importante, le roulage, qui s'effectue ici sur d'anciennes machines parfaitement entretenues. Il s'agit de rompre les cellules des feuilles pour libérer les enzymes qu'elles renferment et faciliter ensuite son oxydation. L'oxydation, c'est l'opération fondamentale dont dépend en grande partie la qualité du thé. Le dernier tri s'effectue manuellement. On enlève les résidus éventuels, les restes de taille, pour obtenir un produit homogène. Le thé sera ensuite expédié aux négociants à Calcutta chargés de vendre la récolte sur le marché international. Mais avant de parler prix, il est important de goûter les différentes récoltes, très influencées par la météo. Ce qui est compliqué, c'est que ici, quand on fait un thé, il est vendu en entier à la même personne. Donc on ne peut pas dire je veux telle ou telle quantité, donc on prend tout ou rien. Et le thé qui m'intéresse là, lui, Monsieur Singh, va n'en produire que 30 lots différents, ce qui est extrêmement peu quand on voit le nombre d'acheteurs qu'il peut y avoir dans le monde. Tous les échantillons sont infusés à la même température et pendant la même durée, soit 3 minutes 30 à 85 degrés.
Comme les œnologues, les testeurs de thé aspirent, puis recrachent aussitôt ce qu'ils ont ingurgité. Il faut mettre le liquide dans la bouche en aspirant parce qu'il faut avoir de l'oxygène en même temps et faire tourner la liqueur. But from unpruned section. La dégustation se poursuit, mais François-Xavier Delmas a du mal à cacher sa déception. C'est fort. Vous aimez? Oui, mais c'est difficile à vendre en France. Pourquoi? Les Français préfèrent des arômes plus légers. Plus légers? Oui, plus légers que ça en tout cas. Voilà une manière diplomatique pour François-Xavier Delmas de dire à M. Singh qu'il ne va rien lui acheter cette année. Il aime aussi à parcourir les plantations, toujours riches en enseignements. Et Singbouli, c'est aussi une excellente plantation. Et Tingling, c'est la meilleure partie de Singbouli. Et ça produit des thés que j'aime énormément. François-Xavier Delmas s'est initié à l'hindi pour pouvoir dialoguer. Là, on a la preuve sous les yeux qu'il n'y a aucun désherbant qui est utilisé, puisqu'on va demander à des personnes d'aller cueillir et d'aller couper toutes les herbes qui sont pas désirées. Et par ailleurs, si on tend bien l'oreille, on entend des tas de petits animaux, ce qui est en général le signe qu'il y a peu d'insecticides et de produits comme ça qui sont utilisés. Mais de toute façon, à Darjeeling, les gens ont mis le temps, mais aujourd'hui, tout le monde est soit bio, soit dans une démarche pour devenir bio. Quand je suis dans une plantation de thé, j'aime bien prendre les photos des gens, et puis quand je reviens après, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, j'essaye de leur donner les photos. Il faut 2 heures de route pour rejoindre une des usines les plus réputées, celle de Turbo. François-Xavier Delmas salue le directeur J.D. Ray avec le sourire. Ils se connaissent depuis 20 ans. La météo est toujours très humide, mais là aussi la récolte se poursuit. Turbo a récemment obtenu une certification Rainforest, une des plus exigeantes au niveau mondial, car elle n'est pas uniquement basée sur la qualité biologique de la production, mais aussi sur toute une série de critères environnementaux et sociaux. On doit produire des thés qui sont de culture biologique à Darjeeling pour la bonne raison que les Allemands achètent environ 50% de la production de Darjeeling et que depuis déjà plusieurs dizaines d'années, les Allemands disent si jamais la culture n'est pas, si c'est pas de la culture biologique, on n'achètera pas. C'est magnifique. Là, on voit quand même que la cueillette, elle est remarquable, que c'est un thé très prestigieux, qu'il y a beaucoup de bourgeons, donc c'est vraiment une cueillette exceptionnelle. Après, on ne peut pas acheter ça comme ça sans goûter, on peut avoir des surprises. On est sur des thés mais de très très haut niveau, on est vraiment dans le meilleur que l'on peut trouver à Darjeeling. Je préfère celui-là. C'est mon avis. François-Xavier Delmas ne parvient pas à cacher sa satisfaction. Contre toute attente, il vient de trouver le lot exceptionnel qu'il recherchait. Mais maintenant, le plus dur commence. Il va falloir parler prix et la négociation à venir sera d'autant plus difficile que son fournisseur sait qu'il est intéressé. Il faut que je vous dise que des Japonais sont intéressés par le même lot. Ils sont 2 groupes. Ils sont venus hier et ils vont revenir. Bien sûr, pour faire monter les prix,
Voilà, il me dit que les Japonais sont sur le coup aussi, qu'ils arrivent dans 2 jours, mais peut-être c'est vrai, peut-être c'est... S'il m'avait dit par exemple des Anglais sont sur le coup, je l'aurais mais alors jamais cru. Des Anglais sont totalement incapables d'apprécier ce type de thé pour des raisons simplement culturelles, qui est que ça ne correspond pas à ce qu'ils boivent généralement, alors que les Japonais sont amateurs de choses comme les Français, de sensations et de saveurs très délicates, très fines et qui savent bien les percevoir. Les bons lots étant tellement rares cette année, il est embarrassé. Il ne peut plus marchander. Il va jouer la carte de l'humour. Comment dit-on le mot discount en hindi? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot pour dire discount en hindi. Non, non, il n'y a pas de remise. François-Xavier Delmas remporte le lot au nez des Japonais. Ah, perfect. Turbo est le grand cru par excellence. Des champs vallonnés bien exposés, un directeur J.D. Ray, népalais d'origine, un des plus fins connaisseurs de l'industrie, qui manage près de 5000 personnes à travers plusieurs plantations avec des critères de qualité très exigeants. François-Xavier Delmas est régulièrement reçu à déjeuner dans la résidence de J.D. Ray, une marque qui va bien au-delà des relations d'affaires qu'entretiennent les 2 hommes. Son épouse a préparé un déjeuner raffiné avec des légumes issus de son jardin. La ville de Darjeeling est victime de son succès. On vient de toute l'Inde pour se rafraîchir en altitude et boire du thé. Mais les investissements n'ont pas suivi. La ville s'entasse à flanc de montagne dans le désordre le plus total. C'est le mythe créé par les Anglais, puisqu'il y a 200 ans ici, il n'y avait qu'à peu près une dizaine de huttes. Et c'est les Anglais, après avoir été volés des graines de théier en Chine, qui ont implanté le thé à Darjeeling et qui ont fait venir des populations en majorité du Népal. François-Xavier Delmas se rend maintenant à Putabong, un autre grand cru de Darjeeling. Les plantations sont à la frontière avec le royaume du Sikkim, de l'autre côté de la rivière. Il retrouve un de ses fidèles fournisseurs, Gopal Somani. Une véritable amitié lie les 2 hommes. Au programme, la dégustation des différents lots récoltés, la fameuse 2e récolte. Malgré la météo défavorable, François-Xavier Delmas est confiant. La maison est prestigieuse. Ici c'est le top. Ici, Putabong, c'est vraiment un des... Voilà, ça équivaut à des plus grands crus de vin en France. Malgré tout, dans le monde du thé, rien n'est jamais sûr. D'un coteau de théier, d'une vallée à l'autre, tout peut changer, comme un vignoble qui sera plus ou moins bien exposé. Déjà le vin, on sait bien dans notre pays que c'est complexe, mais le thé ça l'est encore plus, puisqu'on va récolter ici du thé tous les jours. Donc c'est un travail qu'il faut recommencer sans arrêt, avec une influence très forte du climat. Si on fait du thé après qu'il n'ait plus des trombes, la feuille va pousser beaucoup plus vite, va être beaucoup moins chargée en huile essentielle. Et donc on va avoir des résultats très différents. Donc il y a un écart de qualité dans un jardin prestigieux comme ici qui est colossal. L'ambiance est un peu tendue. Humer le parfum des feuilles de thé tout juste infusées, goûter, regoûter, François-Xavier Delmas est embarrassé. Il réfléchit à la manière dont il va donner son verdict. Il ne veut pas blesser son ami. La météo n'a pas joué en faveur de cette récolte. Allez, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. La dégustation de ce matin elle est un peu surprenante parce que d'habitude ici je vais trouver ce qu'on appelle des clonal queen qui sont vraiment exclusifs et d'une très belle qualité, et là franchement non, j'apprécie pas du tout. Je trouve qu'ils développent pas du tout l'arôme qu'ils devraient développer, et comme ils ont beaucoup souffert de la sécheresse, en fait là ils n'arrivent pas, il reconnaît de lui-même que ça vaut pas ce qu'il avait fait l'année dernière.
Gopal Somani est lui aussi une des grandes personnalités des thés d'exception. Pourquoi je dis que le thé, c'est plus une question d'art? Donnez la même recette de cuisine à 3 chefs différents, avec les mêmes ingrédients, et demandez-leur de préparer le même plat. Et en les goûtant, vous verrez que pour les 3, leur goût sera différent. Gopal Somani emmène François-Xavier Delmas sur une nouvelle parcelle qu'ils connaissent bien. Elle porte le nom de Delmas. C'est une reconnaissance de notre amitié et de sa contribution au thé de Darjeeling. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, que je reviens 2-3 fois par an et que je lui achète beaucoup de thé. Alors peut-être pas toujours de cette parcelle-là parce qu'elle est jeune, il faut aussi que les choses s'améliorent. C'est pas juste parce que ça porte mon nom que je vais acheter tout ce qu'il va produire, il faut un peu de temps, mais bien sûr que pour moi c'est extrêmement touchant de savoir que j'ai 6 hectares à Darjeeling, c'est merveilleux. Nous partons maintenant pour Tokyo, au Japon, à la découverte du sencha, un thé vert dont certains crus sont d'un très haut niveau. Le Japon, d'un côté, est très attaché à ses coutumes et à ses valeurs. De l'autre, le mode de vie de plus en plus occidentalisé lui a fait perdre certaines de ses traditions, comme pour le thé. Le Japonais consomme toujours quotidiennement beaucoup de thé vert, mais il est devenu moins exigeant sur sa qualité. Il s'approvisionne dans le meilleur des cas dans les sous-sols de grands magasins avec des thés dont l'infusion sera réutilisée plusieurs fois dans la journée. Mais ce qui domine aujourd'hui le marché, ce sont ces bouteilles de thé vert, souvent aromatisées et sucrées, dont les ventes sont en forte croissance. Ces bouteilles s'adaptent au mode de consommation déstructuré qu'adoptent les jeunes Japonais de plus en plus attirés par le café. Installé à Tokyo depuis une dizaine d'années, Florent Vogue est français. Et il a réussi l'exploit de recevoir là-bas le titre de Tea Sommelier. Un concours qu'il a passé en japonais à l'écrit et à l'oral. Devenu œnologue du thé au pays du soleil levant, Florent Vogue travaille aujourd'hui pour plusieurs boutiques de thé réputées à Tokyo. Et il vend ses grands crus sur Internet à une clientèle exigeante. L'image du thé japonais, c'est bien sûr le sencha, c'est-à-dire un sencha soit étuvé fortement, ou alors celui-ci, qui est un thé à l'étuvage standard qui vient des montagnes de Shizuoka. Mais au Japon, on a aussi ce qu'on appelle par exemple ici le kamairicha. On a aussi des gens qui maintenant fabriquent des thés noirs assez bons et des thés semi-oxydés, comme ce oolong de Saitama. Comme les cépages pour les grands crus de vin, les variétés de thé sont innombrables. Et à chaque récolte, l'avis des œnologues est très attendu. Florent Vogue anime un blog sur le sujet, où ses critiques sont lues comme des oracles. L'une de ses lectrices, l'universitaire Valérie Dougnaud, est une grande spécialiste du Japon et auteure d'un ouvrage de référence sur le thé vert. Il a passé un diplôme qui est décerné par l'association des Nihonsha Instructeurs, donc les instructeurs de thé japonais. C'est un enseignement très pointu. Et il est le seul Français, à ma connaissance, à avoir obtenu ce diplôme. Et c'est effectivement comme un œnologue. Il a une grande connaissance sur tous les terroirs de thé, sur la manière de préparer le thé, sur l'histoire du thé. Et il va pouvoir discerner une qualité de thé d'une autre. C'est vraiment... Et au plus on avance, je pense, au plus on découvre la richesse de ces terroirs. Donc Florent, je pense qu'il découvre aussi tous les jours, hein, mais c'est une connaissance assez exceptionnelle pour un occidental.
Ici, dans ce salon de thé, on essaie de dépoussiérer l'image vieillotte de la cérémonie du thé pour aller à l'essentiel, le goût, tout en conservant cette ambiance très zen. La notion de terroir qui est importante en France et qu'on essaye aussi de transmettre aux Japonais parce qu'ils ont des terroirs de thé mais ils ne les mettent pas forcément en valeur. Donc que nous on s'intéresse à leur patrimoine, ça les fait se retourner sur ce patrimoine, se dire qu'il y a vraiment une valeur et essayer de la mettre en avant maintenant. En bas, au comptoir, on sert aussi des thés de qualité dans de petites tasses à expresso que l'on vient déguster sur le pouce. À la base, le thé était un médicament, puis ça s'est perdu, tout ça. Et les Japonais commencent à avoir des problèmes de santé liés au rythme de vie, à l'alimentation occidentale. Donc retourner vers des choses naturelles, ça commence aussi à prendre effet ici. Florent Voeg vient de recevoir un message d'un des plus prestigieux exploitants de Shizuoka, Akuri Tsukiji. Les récoltes de thé vert 2012 ont enfin démarré. Florent Voeg prend le Shinkansen, le TGV japonais, pour se rendre à Shizuoka, à 200 km au sud de la capitale japonaise. À Oniyama, il rejoint un petit jardin d'à peine 5000 m², Terao, qui produit un sencha de grande qualité. L'équivalent de l'un de nos plus grands châteaux bordelais. Dans cette exploitation familiale, on utilise une tondeuse ultra sophistiquée, équipée d'une tête laser. L'appareil est capable de faire le tri et de ne couper que l'extrémité du bourgeon sans prendre la feuille. Certaines parties du jardin sont mises sous des ombrières pendant 3 semaines avant la cueillette pour obtenir plus de chlorophylle et moins de tanins. La récolte va être livrée dans une petite usine à quelques kilomètres de là pour être transformée le jour même. Florent Voeg observe avec attention la manière dont le thé va être travaillé. La différence majeure du thé vert japonais avec le Darjeeling notamment est de ne pas être oxydé. Pour éviter que le thé ne s'oxyde, on va l'étuver à la vapeur, ce qui va permettre de conserver intactes les caractéristiques de la feuille fraîche. Florent retourne sur une autre plantation située en hauteur. Le champ est tellement escarpé que M. Tsukiji l'a fait équiper d'un petit funiculaire. Pour Florent Voeg, c'est important de venir sur place. Il a besoin de s'imprégner, de sentir le travail du planteur. Connaître les gens de visu, et puis bien sûr voir, pas forcément tous les champs, mais voir quand même finalement la région, ça change la vision des choses complètement. Ne pas voir qu'un produit fini dans un sachet. Donc là, en tant que Jean, c'est vraiment l'un des plus, sinon donc le plus haut du Japon. Et c'est vraiment inhabituel qu'on aille aussi haut planter du thé. Akuri Tsukiji gère la commercialisation d'une dizaine de jardins aussi prestigieux que celui-ci.
S'il accueille Florent Voeg, qui plus est un week-end, c'est que lui aussi attend avec impatience le jugement de notre œnologue. Je suis extrêmement flatté que des étrangers s'intéressent à notre travail. Et j'attends avec impatience l'avis de Florent Voeg. Avant la dégustation, Florent est rejoint par l'un de ses collègues japonais, Kentaro Ishibe, lui aussi un grand maître du thé. En juin, il coupe à ras les branches des théiers et les laisse au sol, ce qui permet de nourrir la terre et donc les théiers. Pour cette récolte de sencha, les deux œnologues ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. Avec une récolte de 200 kilos seulement cueillis à la main, nous sommes dans les thés d'exception. C'est avec une retenue typiquement japonaise que Florent Voeg rend son verdict. Chaque année, le niveau est un peu différent. Cette année, il semble que dans l'ensemble, on est plutôt quelque chose de bon, comparé aux 2 dernières années. En maître du thé, Florent Voeg parle tout en nuances, ce qui, une fois traduit de son langage de spécialiste, veut dire que ce thé vert Sencha d'Onyama 2012 est tout simplement excellent. Oui, là, on a de très très bons thés. Avec particularité, bon, d'habitude, les feuilles restent très très grosses. C'est assez rare. Ah oui, Nous partons maintenant pour la Chine, dans la province du Yunnan, à l'extrémité ouest du pays. L'aéroport de Kunming, la capitale, donne une idée de la vitesse à laquelle le pays progresse, même dans les régions plutôt agricoles. Kunming est un des centres majeurs du négoce du thé. Les marchands, les grossistes, sont regroupés dans un quartier entièrement dévolu au thé. Ici, ce marché regroupe 300 magasins. Gary Song travaille pour la China Tea Corporation, un organisme d'État. Mais sa qualité d'expert l'amène à conseiller des clients souvent étrangers. Sa femme tient un magasin, qui vend aussi bien en gros qu'en détail. Le thé le plus réputé et le plus prestigieux est le pu'er, ou encore le Golden Needle. Ici aussi, les professionnels du thé mettent l'accent sur des thés de grande qualité. Le pu'er se présente sous forme de galettes séchées. C'est un thé fermenté qui est le seul à l'image du vin à se bonifier avec l'âge. Nous recevons ici des marchands venus d'autres provinces, en particulier ceux qui viennent de Canton ou de Hong Kong, donc plutôt du sud de la Chine, parce que le sud est notre principal marché pour le pu'er. Ces grossistes viennent nous voir pour trouver du pu'er de bonne qualité. Nous avons également des clients locaux, parce que dans le Yunnan, on boit traditionnellement beaucoup de pu'er. Et les clients viennent ici sur ce marché acheter le thé en direct. Les conditions dans lesquelles on fait vieillir le pu'er sont importantes. Le plus souvent, ce sont des intermédiaires à Hong Kong qui s'en chargent. Avec le même thé, vous le stockez pendant 5 ans à Hong Kong ou vous le stockez pendant 5 ans ici à Kunming. Eh bien, son goût, les arômes qu'il va dégager seront complètement différents. Gary connaît tous les magasins où s'entassent des thés de toutes sortes. Ici, c'est typique de ce que l'on trouve sur ce marché. Et vous voyez ce monsieur, quel âge avez-vous? Ah, il a 73 ans. Dans les magasins, on expose volontiers les galettes de pu'er les plus anciennes.
Il faut dire que depuis 10 ans, une fièvre s'est emparée des thés anciens, faisant grimper les prix et attirant ainsi des spéculateurs. Certains pu'er se vendent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais les étiquettes qui se détériorent avec l'âge et certaines malversations ont provisoirement calmé le marché. Nous arrivons chez Madame Mo, l'une des affaires les plus florissantes de la place, car son mari possède 10 usines de différentes tailles à travers le Yunnan et commercialise sa propre marque. Cet arbre est un théier vieux de 3200 ans. Il est à Fengxin, dans la province du Yunnan. Madame Mo montre avec fierté sa réserve personnelle de vieux pu'er qu'elle fait vieillir. Celui-ci date de 1999. Ah oui, celui-ci a été produit en 99. C'est aussi un thé ancien. Nous partons vers Changning, à quelques 600 km de Kunming. Le paysage offre quelques similitudes avec Darjeeling. La végétation est très dense. Nous sommes en juillet, en pleine saison des pluies. On récolte le thé toute l'année dans le Yunnan. Ici, c'est une plantation destinée au thé en sachet, avec de grandes feuilles plutôt rustiques. Chaque famille possède des terrains qu'elles exploitent et viennent ensuite livrer leur récolte à l'usine. Certaines font plusieurs heures de marche pour pouvoir atteindre les entrepôts. L'usine de Fengxin travaille en ce moment sur des thés ordinaires. Tout commence invariablement par le flétrissage. Plus bas, c'est un peu la face cachée du thé. On est en train de préparer une grosse livraison destinée au thé en sachet pour la Russie. Il s'agit de thé noir, le CTC, qui représente 70 à 80% du marché mondial. En Chine, même pour des spécialistes de thé d'exception, c'est le sachet de thé de base qui fait vivre tout le monde. Un peu plus loin, cette usine familiale est d'une taille beaucoup plus petite. Le principe reste le même, les familles font des heures de marche pour vendre leur production. Le tri sera fait sur place en fonction de la qualité de la récolte. À côté du pu'er, l'autre thé prestigieux, c'est le Golden Needle, fabriqué avec la seule extrémité du bourgeon. Autant dire que les quantités sont limitées, mais les parfums qu'il dégage sont uniques. Ici, nous avons une récolte avec juste l'extrémité, le bourgeon, la partie la plus fraîche, la plus récente du théier. On peut voir qu'il ne s'agit que d'un bourgeon. On s'en sert pour produire le Golden Needle, les aiguilles d'or, un des plus grands crus du thé d'ici. Ce type de thé est notamment roulé à l'aide de baguettes de bambou qui vont lui donner sa forme d'aiguille. Sa production est très surveillée. Nous sommes maintenant à Changning. Gary est reçu par les dirigeants de la région. Tout le monde ici ne vit que pour le thé. Ils ont préparé un thé élaboré à partir d'un théier sauvage vieux de plus de 2000 ans. Les parfums dégagés sont subtils et très riches. Inutile d'en chercher sur le marché, il est introuvable. C'est un thé spécial? Oui, c'est un thé qui provient d'un théier sauvage vieux de plus de 2000 ans. Le goût est incroyable, j'imagine. Oui, très spécial si on le compare au thé ordinaire. Et on ne trouve ce type de thé qu'ici dans le Yunnan, à Changning.
Bien que le thé soit noir, la liqueur est d'un jaune vif et possède une douceur en bouche étonnante. La production annuelle est d'à peine 200 kilos. Les prix sont très élevés, je suppose. Oui, les prix dépassent les 500 € les 100 grammes. Monsieur Liu accepte de nous amener vers un des villages où on trouve ces théiers, un privilège rare. La route s'enfonce dans la montagne bordée de paysages magnifiques. Après une bonne demi-heure de parcours, nous sommes maintenant à plus de 3000 mètres d'altitude. La pluie s'est arrêtée, mais l'atmosphère reste très humide. La taille de ces théiers est tout simplement incroyable. Vous pouvez voir que tout autour, nous avons des théiers qui ont plus de 1000 ans. Et certains dépassent les 2000 ans. Je n'en sais pas plus, mais regardez simplement la taille du diamètre de ces troncs et leur hauteur. Ce qui est dommage, c'est que l'on aurait dû en avoir beaucoup plus ici. Mais il y a 20 ans, les agriculteurs des environs ne connaissaient pas la valeur que pouvaient représenter ces arbres et les ont coupés pour faire du bois de chauffage. Maintenant, ils réalisent que c'est un véritable trésor et les soignent avec beaucoup d'attention. Des récoltes de quelques kilos seulement, un potentiel aromatique unique. Tous les ingrédients sont réunis pour avoir des prix qui atteignent des sommets. L'âge n'est pas une affirmation gratuite. Ils ont demandé à des professionnels du thé en Chine de venir ici pour procéder à des tests afin de déterminer avec précision l'âge de ces arbres. Et ils sont formels, ils ont tous plus de 1000 ans. Ici, à une époque, on avait la main un peu lourde sur les pesticides. Les parcelles de thé biologique commencent à apparaître notamment dans ces nouvelles zones de culture. Je suis vraiment content de constater ces progrès. Parce que d'ordinaire, ici, les gens aimaient bien utiliser les pesticides et autres produits pour combattre les insectes. Maintenant, ils ont pris conscience du danger de ces produits. Ces nouvelles parcelles ont été confiées à des familles. Elles ne sont pas encore certifiées agriculture biologique, mais elles en prennent le chemin. En raison du climat humide, il y a de nombreux insectes dans les champs. Différents types de pièges sont à l'essai. La mère et sa fille passent des journées entières à récolter les feuilles, notamment pendant cette période la plus propice. Monsieur Liu accompagne Gary dans une autre usine réputée pour ses Golden Tips, ces aiguilles d'or produites à partir d'un bourgeon unique. Dans une autre partie, on produit un thé avec un bourgeon et une feuille, moins prestigieux mais générant plus de volume. La visite se poursuit vers d'autres théiers anciens à Manshui. La différence ici avec les autres villages, c'est que ces théiers ont été plantés ici intentionnellement. Et cette stèle indique qu'ils l'ont été il y a 500 ans. Ces arbres n'avaient pas été taillés depuis de très longues années. La cueillette est donc compliquée, voire sportive, puisqu'il s'agit d'atteindre le sommet de l'arbre pour pouvoir récolter les feuilles les plus récentes. Dans l'usine de Yiyu, des quantités impressionnantes de pu'er attendent d'être compactées en galettes.
On procède d'abord à un dernier tri manuel. Le thé va être étuvé. Les feuilles sèches sont placées dans un récipient métallique, posé sur un jet de vapeur de 170 degrés pendant quelques minutes. On les place ensuite dans une poche en coton que l'on va glisser entre les plaques d'une presse afin de former la galette par écrasement. Une fois refroidie, on retire la galette du sachet avant d'être séchée et emballée. Briques, nids d'oiseaux, galettes, les compressions et les formes varient suivant les qualités de thé. Le thé est né en Chine et jusqu'en 1850, les Chinois ont réussi à protéger leurs secrets de fabrication, s'assurant un commerce florissant avec l'Occident. La récession économique et les Anglais vont mettre à mal cette suprématie. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que la Chine va retrouver son rang de grand producteur mondial. Dans les anciens entrepôts de Long Run, on continue à faire vieillir du pu'er. Même si nous connaissons bien nos fournisseurs, nous goûtons systématiquement tous les lots que nous achetons. Même si nous savons qu'il est bon, nous le goûtons. La présence de M. Liu, un des anciens gouverneurs de la province et grand amateur de thé, va nous permettre une nouvelle fois d'assister à la confection des galettes de pu'er avec une autre méthode. Des procédés que l'on évite en général de dévoiler. Dans une autre pièce, pour un pu'er plus fin, une grande partie des tâches est effectuée à la main. D'ingénieuses presses en pierre achèvent le travail. Après les remous qui ont secoué le marché du pu'er au milieu des années 2000, on apporte beaucoup plus de soin à la qualité de l'emballage et de ses informations pour pouvoir dater et tracer l'origine du produit. On propose même des portions individuelles emballées comme des friandises. Gary va finir sa visite à Chongqing par une dégustation de Golden Tip dans l'usine de M. Tian. C'est thé produit à partir d'un bourgeon unique. D'un pays à l'autre, les gestes des œnologues du thé sont identiques pour analyser ce qu'on leur propose. L'arôme est tellement riche. En bouche, on observe une richesse d'arômes impressionnante, avec une saveur plutôt douce. Donc c'est un grand thé. Oui, oui, bien sûr, sans aucun doute.
Pour comprendre l'engouement que suscitent les pu'er, et en particulier les grands crus, il faut aller à Hong Kong. Dans les quelques rues autour de Queen's Road, dédiées au commerce du thé, les entrepôts des grossistes alternent avec des magasins modernes. On y expose de vieux pu'er, mais pour les pièces les plus rares et donc les plus chères, la règle d'or c'est la discrétion et le silence. À Hong Kong, plusieurs maîtres de thé se partagent le commerce du thé haut de gamme, des personnages souvent hauts en couleur mais passionnés. Wing Chi Ip a créé un salon de thé où l'on choisit sur une carte les grands crus que l'on souhaite consommer. Ils sont préparés dans les règles de l'art, devant les clients, avec des commentaires sur leur qualité gustative. Un coin boutique permet de repartir avec des thés originaux mais accessibles. Pour trouver des perles rares, il faut aller dans la boutique de maître Wing Chi Ip sur Queen's Road. En faisant preuve de patience, on peut espérer voir quelques pièces uniques. Pour la plupart des thés, on essaye de les consommer le plus vite possible, disons dans un délai de 2 à 3 ans. Mais pour le pu'er, plus on le garde, plus il se bonifie. C'est pourquoi il est devenu recherché. Et vous savez, la Chine est devenue un pays riche maintenant. Certains ont beaucoup d'argent et ils veulent spéculer sur tout, ce qui peut anéantir un marché. Certains ont donc acheté dans des magasins ou chez des collectionneurs des thés de 50 voire de 100 ans d'âge. Difficile d'en savoir plus. Dans des salons privés des arrière-boutiques, on parle de 10 000 voire 20 000 euros pour de très anciens pu'er. Il y a une chose étrange qui se produit avec le pu'er. En le conservant longtemps, il devient très doux, avec une couleur brune. Et ce procédé peut être accéléré artificiellement. En le conservant normalement dans un entrepôt, il vous faudra 30 ans pour atteindre ce type de maturité. Mais si vous le conservez dans des conditions plus chaudes et plus humides, la fermentation sera accélérée. Je dis toujours à mes clients, si vous aimez ce thé, vous l'achetez et vous le buvez. Ce n'est pas fait pour la spéculation ou investir. Le pu'er connaît un nouvel engouement en Chine aussi en raison de ses bienfaits pour la santé, en particulier pour son influence positive sur le système digestif. Dans les boutiques spécialisées se croisent des passionnés de la première heure, choisissant des théières en terre cuite permettant de magnifier les arômes des feuilles de thé, avec des nouveaux consommateurs intéressés par l'aspect diététique du produit. Il existe aussi une clientèle qui voue une admiration sans borne à des maîtres influents. Il ne s'agirait pas de thé, on aurait pu s'inquiéter de l'aspect mystique de ces lieux, comme ici chez Yabo Fa Chang. Elisa Liu, première femme devenue tea master, dispense dans toute la ville des cours très suivis, où l'esprit dans lequel on consomme le thé compte tout autant que la qualité de l'infusion. Elle a été formée par Yip Wei Man, qui évolue encore dans une autre dimension dans l'art du thé. Tous les ustensiles qu'il utilise ont été étudiés pour sublimer au mieux le thé de la bouilloire à la tasse. Sa connaissance des grands crus est évidente. Mais c'est surtout le côté spirituel qu'il donne à la dégustation qui marque le plus le visiteur. Nous avons 3 types de magasins de thé à Hong Kong. Des gens comme nous qui s'intéressent à la culture du thé et les visiteurs sont bienvenus pour nous poser des questions. D'autres ne s'intéressent qu'au business.
et se protègent comme ils peuvent dans le secret. Et les troisièmes sont de simples échoppes de cultivateurs. Jamais les grands thés n'auront connu une telle effervescence. De grands chefs cuisiniers les incorporent désormais dans leurs recettes et des restaurants proposent d'accompagner certains plats avec de grands crus.